Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevables respectivement les deux projets de loi sous examen. Nous les envoyons pour un examen approfondi à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons à cette commission 7 jours. 7 jours en vue de réaliser le travail lui confié. Nous demandons aux autres collègues, non membres de l'ECOFIN, de participer activement à ces travaux pour y apporter leur contribution. La première grande catégorie de préoccupation concerne la réforme en elle-même. Il s'agit d'une grande réforme fiscale dont les 2 textes de loi proposés ici ne sont que des éléments partiels. Et donc, il ne faudra pas confondre la réforme fiscale avec ces 2 textes, même si ces 2 textes font partie de la réforme fiscale. Pour ce qui est de la réforme fiscale dans son ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que son objectif n'est pas d'introduire plus d'impôts, ni dans l'absolu de réduire le nombre d'impôts, mais de mettre en place un système avec de meilleurs impôts. Donc je dirais ni plus d'impôts, ni moins d'impôts, mais mieux d'impôts. Voilà l'objectif global de cette réforme, et cela va se traduire bien entendu par la réduction du nombre d'actes générateurs, parce que nous sommes dans un contexte où, vous le savez très bien, nous sommes écrasés sous le nombre d'actes générateurs, pas seulement pour la DGI, mais pour l'ensemble des régies. Et pour vous donner un exemple, rien que pour la DGRAD, parce que la grande réforme concerne aussi la DGRAD, nous sommes partis de 1000 actes générateurs. Aujourd'hui, nous en avons 246. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, en Conseil des ministres, nous avons proposé la réduction de 36 actes générateurs dans le cadre de la première phase de l'optimisation des recettes non fiscales. C'est pour vous dire qu'il s'agit d'un champ qui est très vaste et nous ne faisons que faire un pas ce matin, même si c'est un pas important vu la nature des textes examinés, mais le chemin que nous parcourrons ensemble est encore long. Il est long, même si, concernant cette loi, l'horizon pour la mise en application est à 2024. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons pour nous, certes, mais pour les générations futures. C'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et donc, il n'y a absolument aucune raison de retarder ce processus parce que nous sommes là pour construire l'avenir. L'horizon de cette loi, c'est une fois son adoption accomplie, c'est que cette loi est appelée à être mise en œuvre après un délai de 12 mois. 12 mois après promulgation. Ce délai de 12 mois correspond à une période où nous nous préparons pour la mettre en application de la manière la plus optimale qui soit. Nous travaillons à la fois sur le texte, celui de cette loi et des autres lois qui ont un impact sur la fiscalité, mais aussi sur ce qu'on a appelé ici, avec pertinence, l'infrastructure fiscale. Nous n'attendons pas, tout cela est fait simultanément. S'agissant de la loi elle-même, il y a quelques préoccupations qui ont porté sur la notion du seuil d'imposition. Il y a un orateur qui a estimé qu'il fallait pouvoir exonérer les pensions. Je voudrais le rassurer, car l'esprit de la loi, c'est que les plus faibles, les plus bas revenus soient protégés. Et la loi prévoit un seuil en dessous duquel on ne paye pas d'impôt sur les personnes physiques et
l'impôt concerne ceux qui sont en état de pouvoir payer par rapport au niveau de leurs revenus. Donc cette question est réglée de manière générale, comme ça se passe dans tous les pays qui sont dans un système similaire. Et donc, le système veille à protéger les plus pauvres et ça ne sera jamais, comme cela a été dit par un député, je crois que c'est le député Nawej, ça ne sera jamais quelque chose qui va finir par faire une pression insupportable sur les gagnes-petits. Bien au contraire, c'est fait pour les protéger, parce que tous ceux qui seront en dessous de ce seuil seront exemptés. La loi a également prévu la question de la progressivité des taux. Au fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle des revenus, le taux varie. C'est une norme au niveau mondial, c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Et donc, la loi est en conformité avec ce qu'on appelle les meilleures pratiques fiscales au niveau international. Et bien sûr, les pertes reportables, je peux vous rassurer que cela est prévu dans le texte. Les bénéfices des années... la loi prévoit le report sur les bénéfices des années postérieures, les pertes des entreprises, mais avec une limitation à 3 années dans le but d'éviter des abus auxquels nous assistons aujourd'hui, malheureusement, avec beaucoup d'impuissance. D'autres questions qui ont été évoquées ici, qui sont assez techniques, je préfère qu'on les renvoie au niveau de la Commission, notamment la question de la problématique du prix des transferts, la question de la vérification de la situation fiscale personnelle d'ensemble. Je peux rassurer l'honorable, je crois, c'est Sanga, si je ne me trompe pas, qui a posé la question. Il est hors de question que le système fiscal soit fait pour traquer les individus. Le système fiscal est fait pour apporter de la vertu dans celui qui doit payer l'impôt et de la vertu dans celui qui utilise cet impôt pour le bien commun. Et toutes les dispositions seront prises parce que ces textes de loi ont été faits dans le cadre d'un dialogue, aussi bien avec le secteur privé à travers la FEC qu'avec la société civile, qui est d'ailleurs très dynamique et qui est associée à l'élaboration de ces textes de loi. Donc tout sera fait dans le but d'optimiser l'impôt en République démocratique du Congo et de protéger les citoyens de leurs droits fondamentaux. Je voudrais également insister sur le fait que j'ai noté une certaine confusion par rapport à la notion de pression fiscale. L'objectif absolu, dans le cadre de notre pays, n'est pas encore de réduire la pression fiscale. Il y a des pays qui ont ça comme objectif. Ceux qui sont à 40% de pression fiscale, 40% du PIB en impôts, oui, dans ces pays, le débat, c'est comment réduire la charge, la pression fiscale. Nous sommes encore dans une situation inverse, où nous devons améliorer, accroître la pression fiscale. Nous sommes partis, quand je suis arrivé aux affaires, à environ 9%. Nous arrivons aujourd'hui à 15% grâce aux performances que nous avons réalisées. C'est la direction que nous devons prendre, parce que même les 15% que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas encore assez pour résoudre tous les problèmes, tous les défis que nous avons en termes d'infrastructures, en termes de défis sociaux pour l'ensemble de nos citoyens. Mais augmenter la pression fiscale ne veut pas dire augmenter le nombre d'impôts ni augmenter le taux des impôts. La solution pour baisser le nombre d'impôts et baisser le taux d'imposition, comme c'est reflété d'ailleurs par cette loi, cette solution, on l'obtient en élargissant la base fiscale. Et c'est de cela qu'il s'agit. L'objectif est d'élargir la base fiscale et en même temps de réduire le nombre de prélèvements fiscaux, comme je viens de le dire dans le cas des recettes non fiscales de la DGRAD, mais aussi de réduire le taux des impôts, comme c'est le cas dans ce texte, où nous voulons passer de l'impôt, pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés, de 30% à 25%. Donc, en résumé, je pense que nous sommes convergents sur les objectifs et s'il y a des divergences, c'est peut-être une question d'échange, de clarification, mais il est certain que ces projets de texte vont dans le sens de rencontrer l'intérêt supérieur du pays et même le souhait du secteur privé et le souhait des individus, c'est-à-dire une fiscalité optimale, une fiscalité fluide qui n'est pas écrasante et qui permet
de faire des affaires et de faire prospérer ses affaires sans être obligé de tricher pour survivre. Notre pays veut se développer, notre pays veut décoller. Et pour décoller, nous avons besoin de moderniser ou de concrétiser certaines lois. Donc là, c'est que la préoccupation étant toujours de rechercher à accroître l'assiette financière du Trésor public de manière à faire face à tout ce qui est salaire, à tout ce qui est comme besoin socio-économique du pays. Il a rabattu. Donc la loi de 2003 était à 30%, bon, on rabat à 25% et on allège quand même les conditions et les modalités du pouvoir de perception et même des calculs. L'innovation, c'est d'abord un fait. On va susciter et on va, j'espère bien, asseoir cette culture normative, la culture fiscale. Tout le monde doit être éduqué. L'éducation fiscale, c'est une obligation à tous les citoyens congolais que nous sommes, de manière à ce que chacun doit savoir que dans ce qu'il déploie comme activité, ce n'est pas une activité où il doit produire de manière égoïste, mais il doit aussi prévoir quelque chose qui doit être partagé par l'État. Cela veut dire qu'on perçoit quelque chose sur votre salaire, sur vos avantages, votre bénéfice réalisé, mais ça fait quand même de l'économie. Puisqu'un jour ou l'autre, par exemple, les fonctionnaires, ces mêmes fonctionnaires se retrouveront un jour à la retraite. Alors, quand ils seront pensionnés, qui va le payer? C'est l'État qui doit le payer sur base de ce qu'ils étaient en train de cotiser, de ce qu'ils étaient en train de payer comme impôt. C'est ça qui va constituer la richesse de l'État à ce moment-là. Je crois que vous connaissez bien l'objet social de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cet argent doit provenir de là. Il parle de travail. Alors, les gens se lamentent. Par exemple, ils ont des champs, ils ont des fermes, et ils disent, voilà, il n'y a pas de route pour accéder, pour arriver jusqu'au niveau de ces fermes-là. C'est avantageux pour eux-mêmes, à ce qu'à travers ces contributions, l'État puisse acquérir des moyens, les Fonds national d'entretien routier puissent débloquer quelque chose pour donner aux routes de dessert agricole. Et on va alors travailler la route et ils seront accessibles. Et la commercialisation de leurs produits sera facilitée. Donc, la culture de payer ses impôts, ça doit être vraiment une obligation à tout citoyen qui veut le développement de son pays. D'abord, l'État a besoin d'argent pour faire sa politique, mais aussi pour défendre la souveraineté du pays. Vous savez, nous sommes pour le moment en période qui n'est pas facile du point de vue sécuritaire au niveau de l'Est. L'État a besoin de continuer à défendre notre souveraineté. Pour cela, il a besoin de moyens. Nous avons mentionné par contre que trop d'impôts tue l'impôt et il était important que nous demandions au ministre des précisions par rapport aux recettes qui sont attendues annuellement, en moyenne, combien nous attendons annuellement de cet impôt. Mais aussi, nous avions souhaité recevoir des garanties auprès du ministre que les fonds reçus seront réellement utilisés pour le bien de la population. Nous avons proposé, parce que nous avons vu que le ministre n'avait pas parlé, nous avons proposé que les recettes qui seront générées par cet impôt puissent contribuer à l'entrepreneuriat de la jeunesse, ça veut dire promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse. Vous savez, nous avons une population qui est en grande partie, en majorité jeune, mais qui est sans emploi. Et nous avions plusieurs fois suivi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, parler de la création des millionnaires congolais. Et nous avons proposé au ministre que ça soit l'occasion de prendre ces recettes qui viennent des business, qui viennent des sociétés et les réaffecter dans l'entrepreneuriat de la jeunesse. Donc nous pensons que ça c'est déjà une sécurité pour notre population dans les milieux ruraux. Mais aussi notre sécurité, c'est quand je proposais que l'argent qui viendra de ces impôts puisse contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc il va y avoir beaucoup de business qui seront créés. Et quand les business sont créés, c'est la population qui gagne. Ce sont mes électeurs de Walungu qui gagnent. Donc voilà un peu ce que nous pensons par rapport à ces sujets.
Et pour préparer ce grand changement qui sera apporté par cette loi sous examen, j'ai instruit la Direction générale des impôts pour que dès le mois de mars 2023, chacun des citoyens congolais qui perçoit des revenus salariaux soumis à l'IPR ait l'obligation d'en faire une déclaration. Ça sera le premier pas, la préparation au changement plus important qui interviendra en 2024. En 2023, l'arrêté a été signé déjà. En 2023, chacun d'entre nous, nous devrons déclarer ce que nous avons reçu comme salaire et ce que nous avons payé comme impôt. À l'heure actuelle, cela est fait globalement. Cela est fait globalement. L'année prochaine, cela sera fait individuellement. Je sollicite votre collaboration, votre coopération pour que nous montrions au monde que nous sommes des citoyens responsables et que nous sommes conscients des exigences de changement pour davantage affirmer notre souveraineté et notre responsabilité. Je vous remercie.